Lundi 10 octobre de l'année 2016, mesdames et messieurs, bonjour. Une nouvelle semaine démarre, je vous espère en forme pour la démarrer aussi dans de très bonnes conditions. Nous vous retrouvons comme d'habitude sur les antennes de LCF et CityFM pour votre émission Talk Talk. Ce matin, nous recevons comme d'habitude deux confrères en studio pour décrypter l'actualité de ces heures chez nous au Togo et peut-être aussi en Afrique. Nous recevons ce matin Elie Messan, il est de l'agence La Verte. Bonjour Elie. Bonjour Junior, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de la radio et de la télé LCF. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une troisième fois sur le plateau de Talk Talk. Notre second invité comme nom, Marc Aboflan, il est le patron du site d'information d'Afrique.com. Bonjour Marc. Bonjour Junior, bonjour aux fidèles auditeurs et aux fidèles téléspectateurs de Talk Talk. Tout à l'heure, dans la seconde partie, nous aurons dans ce studio le professeur David Ekoué-Dossé. Il est le patron du comité d'organisation des universités sociales au Togo. Avant toute chose, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 10 octobre 2016, nous démarrons par le journal Le Correcteur. Le Correcteur qui titre à sa une printemps germano-togolais, mythe ou réalité. Angela Merkel en mission en Afrique évite le Togo. Agenda sociopolitique surchargé au Togo à partir de ce matin. Sommet sur la sécurité maritime, colloque international du Cap 2015. Université sociale, la semaine de toutes les incertitudes. Décret portant statut du chef de file de l'opposition, des anomalies qui consacrent les relents antidémocratiques du pouvoir de fort. En marge du lancement des travaux de Blue Zone en Okopé, Anadeb en mission d'inspection de l'acte 8 de samedi, Lomé propre. Dans les cas également, le quotidien privé Liberté. Liberté qui cite à sa une aujourd'hui. Fin de la tournée de mobilisation du Cap 2015. Des milliers de Togolais dans les rues de Lomé samedi dernier pour réclamer les réformes. Alternance politique au Togo et en Afrique, le colloque du Cap 2015 débute aujourd'hui. Réforme, mutisme après l'atelier du H-Crune. Awanana trouve des circonstances atténuantes à Fort-Niassingbe. Justice togolaise, une mère abusivement emprisonnée sur ordre du 6e substitut. Et enfin avec nous ce matin, le libéral de notre frère et ami Fabrice Pedjezi. Le libéral titre à sa une éditoriale est renoué avec les grands rendez-vous. Sécurité et sûreté maritime, enfin le sommet tant attendu. Jerry Tama répond à Isabelle Améganvi. Le super allié du pouvoir est finalement son opposant radical. Retour en studio avec d'autres journaux papier avec nous ce matin. Nous avons le quotidien privé Forum de la semaine de Dimas Dikodo. Forum de la semaine qui titre à sa une. Après la marche de samedi, place au colloque ce jour et 2 mai Cap 2015 ou comment passer de la conquête de la rue à une synergie des forces démocratiques pour la conquête du pouvoir. Affaire de nomination de Jean Johnson comme prochain Premier ministre face à la comparaison gauche d'Isabelle Améganvi. La réplique de Jerry Tama, le super allié du pouvoir, est finalement son opposant radical. Sommet de l'UA sur la sécurité maritime à Lomé, les travaux démarrent aujourd'hui, fait divers. Il tue son ami pour une bouteille de soda-bi. Dans les cas également ce matin, Nouvelle Opinion. Nouvelle Opinion est avec nous en studio. À la une, enfin le sommet. Fort-Niassingbe formule le vœu pour des résultats concrets. Préparatifs de la CAN 2017, le Togo domine le Mozambique 2-0. Interview du président de Jazema Tchanyao à Rémiyao. Tant qu'il existera les mers et océans, Jazema aura toujours sa raison d'être. Et puis enfin avec nous ce matin, le journal Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui titre à sa une Lomé, capitale africaine de l'économie bleue et d'une nouvelle géostratégie. Sommet de Lomé, la charte à tout prix. Sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Les Togolais ne parlent pas le même langage. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux. Une pause et derrière la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères Elie Messan de l'agence La Verte.info et Marc Aboflan du site d'information d'Afrique.com. Rebonjour chers confrères. Bonjour. Alors c'est parti pour le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime dans notre capitale Lomé. Les side events démarrent ce lundi sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Le week-end a permis à plusieurs couches sociales de notre pays de prier pour la réussite du sommet. Le chef de l'État Fort-Niassingbe a pris part à la messe catholique hier sur la paroisse universitaire de Lomé. Eh bien, tout se passe bien, Elie Messan.
Bien entendu, nous y sommes. Le sommet, tant entendu, démarre véritablement. Donc le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Je crois que ce sommet n'est pas la priorité du Togo, comme disent certains, mais c'est une nécessité à ce jour dans un contexte de crise, d'insécurité généralisée. Je crois que la mer, c'est un enjeu de taille, c'est un enjeu géopolitique, géostratégique, et pour cela, il est nécessaire que des experts et des politiques se rassemblent, définissent quand même un cadre et une dynamique à enclencher afin d'éradiquer la piraterie sur nos côtes. Marc Beauplan, c'est parti pour le sommet. Oui, il est important, vous savez, parce qu'on a passé beaucoup de temps à préparer donc ce sommet-là. Il y a eu toute une faveur autour de ce sommet. C'est bien qu'on démarre aujourd'hui avec les side events, un programme alléchant à temps. Et ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce sommet-là, justement, le Togo puisse réussir à faire adopter cette charte-là et que la charte de Lomé soit jamais inscrite dans les annales comme la nouvelle stratégie ou le nouveau point de départ en termes de politique, sur tout ce qui est économie bleue, sur tout ce qui est piraterie maritime, en tout cas pour permettre aux différents États africains de repenser réellement la stratégie africaine. Et c'est là qu'il faut peut-être encourager les différents délégués qui sont là, les experts qui vont commencer dès ce soir et demain à se plancher donc sur ce document de charte, qu'ils puissent aboutir à l'adoption de cette charte, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un instrument juridique fort pour permettre à l'Afrique de lutter efficacement contre les problèmes sur les mers. Et quels sont les événements prévus au niveau de Side Events aujourd'hui? Non, les side events aujourd'hui, c'est essentiellement la démonstration de l'armada qu'utilisent les différents pays donc, pour faire face à la piraterie ou pour faire face aux questions de mer. Mais c'est aussi la présentation de plusieurs groupes qui opèrent dans les questions de mer, ceux qui font dans la logistique, ceux qui font dans le transport maritime, qui vont présenter un peu leurs différents produits, leurs différents services aux personnes ou aux différentes entités qui seront présentes aujourd'hui sur les stands des side events. Parce que beaucoup notre capitale est tout à fait bien décorée, bien embellie pour accueillir nos hôtes dans les heures à venir. Parce que bon, aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est les side events qui commencent. Le lot du contingent va commencer à arriver à partir de mardi, mercredi et en allant. Pour ce qui concerne la décoration, je crois que c'est moyen. On s'attendait à mieux parce que avoir les ressources, tout ce qui a été investi dans l'organisation de ce sommet, moi j'ai vu un Lomé quand même comparé à il y a quelques années, quand même belle, mais on pouvait faire mieux parce qu'on a vu des drapelets ornés Lomé, des drapelets de moins de qualité. Moi je me suis rapproché de ces drapelets, je m'attendais quand même à une décoration quand même de grande envergure parce que c'était ça quand même, ça se traduisait dans les interventions des leaders politiques qu'on voulait faire de ce sommet là un nouveau départ pour le Togo. Donc pour la décoration dans la ville de Lomé, je crois que c'est moyen, on pouvait mieux faire. Peut mieux faire parce que quand vous allez par exemple à Accra ou à Cotonou lorsqu'il y a des sommets, je crois que on met les moyens et ça reflète la culture. Je n'ai pas senti dans la décoration la culture togolaise parce que ça doit exprimer cette culture-là pour que les invités de la descente à l'aéroport jusque dans la salle doivent se passer les événements, on doit pouvoir lire la culture togolaise dans sa diversité. Pensez-vous que Lomé en fait Marc Beauplan? Non, c'est peut-être seulement ceux qui pensent sommet qui le sauront, parce que vous savez, il est vrai que ces derniers temps, Lomé a subi quand même une toilette. Il faut reconnaître aussi que Lomé revient de loin, ce n'est pas forcément la capitale la plus propre aujourd'hui en Afrique, et donc il y a eu un travail en termes de propreté qui a été fait, mais en termes de décoration, je dis peut mieux faire. Je me pose la question aujourd'hui de savoir combien réellement ces personnes qui ont érigé ces drapelés là tout autour un peu des poteaux électriques sur l'avant ont pris pour faire ce travail là, parce que vous savez, quand vous sortez un peu, quand vous voyez ce qui se fait, ça n'impressionne pas en fait, ça n'impressionne pas bien quoi. Pas du tout, on a l'impression que c'est le gars a voulu rapidement mettre des drapelés pour se débarrasser du boulot, alors qu'aujourd'hui on reçoit quand même 3000 invités de marque. Il fallait faire un travail de qualité, il fallait faire une déco qui impressionne. Aujourd'hui, la déco de Lomé, bon, ça ne dit pas vraiment qu'il y a sommet. Il n'y a pas l'abattage, même côté médiatique, qu'il aurait fallu faire pour que tout le monde soit dans cette ferveur de sommet-là. On a l'impression que ce n'est qu'une partie, c'est-à-dire, c'est peut-être le tracé de l'aéroport de Lomé aux grands hôtels et puis au siège au siège de la conférence qui est un peu
mise en avant, mais tout le reste de Lomé, ben, vous vous demandez est-ce qu'il y a vraiment un sommet. Comme le souligne un peu Elie Messan, il n'y a pas le reflet de la culture togolaise dans tout ce qui est fait. On ne veut pas dans des jarres hein, qui doivent contenir des drapeaux comme voilà, des calebasses, oui, des calebasses, on met des drapeaux dedans. Qu'on est des Togolais, mais aujourd'hui la déco là, ben, on se demande s'il y a vraiment eu un architecte de décoration intérieure, enfin de décoration, qui a fait ce travail là où des gens ont mis des drapeaux parce qu'il fallait mettre des drapeaux. Mais il faut demander s'il y a un appel d'offres a été lancé pour confier la décoration à quelqu'un ou bien ça a été fait de façon... C'est là une question pertinente parce que tout ce qui entoure l'organisation du sommet, c'est difficile à savoir. Quand vous voulez savoir quel fonds a été débloqué pour ça, qui est-ce qui fait ça, c'est difficile. Il y a eu un flou qui entourait, je pense, hein, de manière pertinente, qu'il y a un acteur politique qui la semaine dernière disait qu'à la fin du sommet, il faudrait quand même que l'autorité de régulation des marchés publics au Togo et toutes les autorités concernées par les marchés publics puissent voir ce qui s'est réellement passé, parce que c'est vrai qu'on était un peu pressé et qu'il fallait très vite aller dans l'organisation de ce sommet-là. Mais ça a fait qu'il y a des gens qui ont pris des marchés aujourd'hui, gré à gré, des marchés dans le respect d'aucune des règles qui existent aujourd'hui dans notre État en matière de contrôle de l'argent public et tout. Mais il faudrait quand même que ces autorités-là, à la fin du sommet, parce que là on est en pleine fête, il faudrait quand même qu'on laisse le sommet se terminer, mais qu'à la fin du sommet, ceux qui ont géré ces fonds-là, ceux qui ont attribué ces marchés puissent se rendre compte. Et puis qu'on nous dise par exemple combien les gars ont pris pour décorer Lomé, pour qu'on ne sente même pas qu'il y a une culture togolaise, parce que le Togo a une histoire, et quand on fait une décoration à Lomé pour accueillir un tel nombre d'invités, il faut quand même qu'on ressente le Togo, qu'on ressente la spécificité. Remarquez combien le drapeau togolais même vous voyez dans la ville. C'est compliqué aujourd'hui à savoir. Mais même les drapeaux du sommet, le logo. Le logo n'est pas assez visible. Hein. En dehors de ce qui a été fait tout récemment au carrefour de l'aéroport et de l'autre qui est au niveau du commissariat central, il n'y en a plus assez. On pouvait en trouver par exemple au carrefour du port, ailleurs. Mais c'est pas tard, hein, parce que peut-être que beaucoup de les autorités nous suivent. On peut acheter des drapeaux, il y en a plein. On peut en acheter et découvrir davantage la ville avant le samedi. Parce que moi les drapelets que j'ai vus, c'était des drapelets décapés. La couleur n'est pas vive. Et en plus de ça, comme je l'ai dit entre-temps, ça ne reflète pas la culture togolaise. D'Anécho jusqu'à Saint-Cassé, nous avons une multitude de cultures, nous avons une diversité. Non, on n'y voit rien. Pas de culture, rien du tout. Et pour moi, cette décoration, elle est moyenne. On peut mieux faire et ce n'est pas tard. S'ils ont la volonté quand même, en attendant la signature de la charte le 15, hein, on a encore 4 jours. On a 4 jours. On peut faire beaucoup d'efforts également. Parce que la plupart des chefs de l'État, justement, pour ce sommet, les chefs d'État de gouvernement vont arriver à Lomé peut-être le vendredi, et certains le vendredi soir, d'autres arrivent le jeudi, ceux qui sont proches par exemple arrivent le samedi matin. Et donc je pense que d'ici mercredi, on peut faire le temps de prendre le recul, de corriger les choses pour avoir un sommet de qualité. Et quand on investit aujourd'hui, c'est vrai que les sommes sur l'organisation de ce sommet-là, le budget est totalement flou, on ne sait pas, à part le collectif budgétaire de 5,3 milliards qu'a fait adopter le ministre Ayassor en son temps au Parlement, on ne sait pas aujourd'hui ce que coûte ce sommet-là à l'État. Mais nous savons quand même avoir un peu ce qui est dégagé, qu'il y a un budget conséquent qui est dégagé, mais autant faire les choses, autant les faire bien. On s'est déjà lancé dans ce sommet-là. Autant mettre de vrais drapeaux, pas de petits drapelés à peine visibles où vous vous demandez, il faut venir sous le poteau pour voir le drapeau de quoi il s'agit. Non, il faut mettre quand même des drapeaux impressionnants qui montrent même que le pays dans lequel vous arrivez a une ambition, veut aller loin. Que la ville est en fait, qu'on sent vraiment un événement de taille. Effectivement. Il le faut, parce que quand vous passez dans la ville, à part voilà, cette petite déco, à part la colombe un peu, qui a quelques fleurs à côté et tout, vous vous dites, est-ce que le sommet a vraiment démarré ou pas? C'est difficile. Il n'y a pas meilleure occasion que la première fois pour faire bonne impression. Je crois qu'il faut mettre les moyens pour qu'on puisse laisser des traces. Nous sommes suivis par les autorités et nous espérons que des efforts seront refaits davantage pour que d'ici samedi, nous autres arrivent et qu'ils soient fiers de Lomé. Hein. Que Lomé puisse éblouir aujourd'hui. Il faut aussi donner cette impression, parce que c'est aussi le côté patriotique. Quand vous recevez des invités, il faut que Lomé puisse éblouir. Et je pense que nous l'avons dit à plusieurs fois, il faudrait que ce sommet permette de repositionner vraiment Lomé. Et c'est aussi par la qualité de la déco qui est faite, par la qualité de l'image que Lomé projette. Et il en va du remplacement de ces petits drapelés-là, il en va d'une déco togolaise. Aujourd'hui, quand quelqu'un qui n'est jamais arrivé au Togo, qu'est-ce que cette déco-là laisse de traces
en termes de culture togolaise. Rien, malheureusement. Même sur le trajet que doit parcourir le chef d'État, il y a des trucs qu'il faut faire aussi, parce que sur les murs, on voit des affiches, des vieilles affiches qui sont déchirées. Tout ça doit être enlevé et bien. Mais moi, Junior, j'en ai vu, hein, des tôles au niveau du boulevard, des immeubles où on met des tôles, mais des tôles qui sont pas de qualité. On peut enlever de tôles plus. Oui, enfin, aucune réalisation humaine n'est absolument parfaite. Toutefois, on peut dire qu'il peut y avoir des aspects où on ne soit pas... Ça a été précipité, on n'est pas totalement prêt, mais je crois que nous avons l'honneur pour une fois de repartir sur une bonne base en organisant ce sommet. Mais moi, ce qui m'impressionne, sinon j'attends de voir après le sommet, de voir les répercussions, de voir les impacts du sommet sur le social et le politique. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, en septembre passé, la Côte d'Ivoire vient d'adopter une loi rectificative des finances qui augmente de 352 milliards le budget comparativement à l'année passée. Donc, et cette augmentation, ces 352 milliards seront sûrement investis dans la sécurité et dans l'investissement public. Donc, nous, au Togo également, on doit s'attendre, si réellement la charte de Lomé doit être mise en application, il faut revoir le budget 2017 pour pouvoir faire des investissements en réalité dans le secteur de la sécurité. Donc on attend de voir le comportement de la finance dans notre pays après ce sommet. Alors ce matin débat également à Lomé, le colloque du CAP 2015, le colloque international sur la problématique de l'alternance en Afrique. Un mot là-dessus, Marc Aboflan? Oui, c'est une bonne chose. Vous savez, je suis de ceux qui longtemps ont toujours fustigé la stratégie de marche, la stratégie de la rue qu'a utilisé le CAP 2015. Et donc c'est bien pour une fois que le CAP veuille y aller à des arènes intellectuelles pour qu'on puisse discuter. Parce que je dis souvent, pour trouver des solutions à nos problèmes, il faut discuter, il faut échanger, il faut trouver les moyens de faire des échanges de qualité. Et je pense que cette thématique aujourd'hui même est pertinente, c'est-à-dire au-delà de ce qui se passe au Radisson Blu sur la sécurité maritime, qui est une thématique pertinente aussi. Je pense que l'alternance en Afrique même est une thématique aujourd'hui sur laquelle on doit discuter, remarquer ce qui s'est passé récemment, par exemple au Gabon, avec la crise qui a failli naître au lendemain des élections, la crise qui se passe actuellement un peu au Congo avec Kabila. Ça pose aujourd'hui la problématique de l'alternance même en Afrique. Et je pense que c'est tout à l'honneur du CAP d'avoir initié un colloque en ce sens où beaucoup d'acteurs sont rassemblés pour discuter de la question. Maintenant, est-ce que le timing était bien fait? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que, surtout côté gouvernant, toutes les attentions sont tournées vers le Radisson Blu, où a lieu le sommet de Lomé. Et donc, le colloque a lieu aussi à environ 500 mètres du site. Et je pense que pour permettre, en tout cas, à la population, à tout le monde, de suivre de manière effective ce colloque, on aurait pu peut-être décaler. Mais c'est aussi peut-être dans la stratégie du CAP. D'autres vous diront le contraire, d'autres diront que ça a lieu dans la même semaine que le sommet, peut-être que les journalistes qui viendront vont vouloir faire le tour, voir ce qui se passe là-bas. Mais c'est tout à l'actif du CAP et moi j'attends quand même de ce colloque voir les réflexions qui seront lancées et j'espère qu'on pourra tirer des pistes intéressantes pour réaliser l'alternance à la tête de nos États. Elie Vincent, vous saluez l'initiative du CAP 2015? Je salue l'initiative et j'y vois une touche particulière de Mme Adjamabo Johnson. C'est la CDPA qui nous a habitués à cette démarche-là et je trouve que ça, enfin son passage à la tête de CAP 2015, cela sera mis à son actif. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Marc Aboflan, la démarche du CAP qui longtemps a été celle de la rue, celle de la contestation, aujourd'hui cède à un cadre de réflexion et cela procède de l'émulation même de la dynamique sociale et politique dans notre pays et il y a un renouveau qui est en train de naître, si vous voyez bien, et je vois que ça va être le cas de redéfinition d'un nouveau départ et même la thématique de l'alternance dans le contexte africain, depuis toujours moi je me suis posé la question, nos universitaires devraient prendre cette thématique-là, en faire un objet de recherche pour voir qu'est-ce qui bloque en réalité l'alternance dans les pays, qu'est-ce qui rend difficile l'alternance dans le contexte politique africain. Et là, c'est important ce colloque. Et au même moment, je salue l'initiative. Pourquoi? Parce que le Togo n'est pas suspendu qu'au sommet. Et c'est toujours bien que d'autres événements se passent pour qu'on puisse profiter de la synergie médiatique qu'il y aura autour et tout. Et donc, c'est une bonne chose. On attend de voir. Et parce qu'il y aura quand même des intervenants de qualité, des experts, journalistes, politologues. Le professeur
Albert Bougie, voilà. Le professeur Francis Quantité, c'est un confrère journaliste également. Bien entendu. Nous avons Michel Gali, qui est aussi journaliste. Effectivement. Donc voilà un peu la dynamique qui est créée et je crois que c'est salutaire pour le CAP et c'est une bonne chose. Hein. D'autres voient derrière ce colloque un compte sommet ou bien une provocation ou mieux encore un sabotage du sommet officiel. Non, moi je pense qu'il y a une dynamique nouvelle qui est en train de se créer. Quand vous observez bien, vous avez vu la marche de CAP 2015 la dernière fois. On va en parler tout à l'heure. Tout s'est passé dans les meilleures conditions. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de gaz lancé. Et c'est comme ça, lorsque vous laissez les gens exprimer leur ras-le-bol, leurs différends, je crois que cela participe à la démocratie. Pourquoi est-ce que précédemment on utilisait, la répression était musclée et ça, on n'avait pas de résultats concrets. Aujourd'hui, on a laissé le CAP marcher et il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'affrontement. Je crois que les jours qui vont venir vont laisser la place à un cadre de réflexion, à une nouvelle façon de faire de la politique et ça va quand même créer, ça va permettre à de nouveaux leaders de pointer le nez également dans le contexte togolais. Oui, je voudrais dire que je salue aussi ce colloque-là, justement, parce qu'il vient à point nommé aussi dans une double mesure. Dans la mesure où il permet, par exemple, au CAP 2015, qui, comme le disait mon confrère tout à l'heure, est resté dans une synergie, est resté longtemps dans la stratégie de marche, de sortir des sentiers battus. Et c'est à l'actif aussi des organisateurs du sommet, parce que j'ai l'impression que l'arrivée même de ce sommet de Lomé-là a changé la manière de voir ou la manière de gérer les problèmes de la part des politiques ou des gouvernants du Togo qui aujourd'hui forcent aussi la main un peu à l'opposition à repenser la stratégie. Parce qu'il a fallu peut-être ce sommet-là, cette émulation autour de ce sommet, pour qu'au niveau du CAP, on repense la stratégie autrement et qu'on se dise non, pas seulement la rue, il nous faut aller dans les arènes intellectuelles aussi. Et je pense que c'est cette ferveur-là qui s'est créée autour du sommet et qui a lieu aujourd'hui. C'est ça qu'on devrait pouvoir maintenir autour de notre pays, autour des grands événements, des grandes rencontres, pour permettre à notre pays d'émerger. Parce que vous voyez aujourd'hui, toutes les couches sociales sortent de leur mutisme traditionnel ou de leurs méthodes traditionnelles pour réinventer les méthodes. Prenons par exemple le cas des universités sociales que la société civile c'est une première. Ça voudrait dire que quelque part, il y a un changement qui se fait dans les mentalités et dans les méthodes de lutte aujourd'hui. Et je pense que c'est extrêmement salutaire dans la mesure où longtemps on a utilisé des méthodes qui n'ont pas payé. Aujourd'hui, qu'on repense les méthodes, c'est toujours bien d'essayer de nouvelles méthodes. Alors, nous restons avec l'opposition, avec CAP 2015 qui a donc marché, ça veut dire là-bas pour réclamer les réformes. Le quotidien privé Liberté qui titre aujourd'hui à la une, plusieurs milliers de personnes à la rue pour réclamer les réformes. Alors d'abord, le commentaire sur ce qui s'est passé samedi dernier. Oui, bon, je crois que ils ont saisi l'occasion pour faire la pression, une pression pacifique. Et là, je crois que c'est salutaire. Et je crois que les réformes s'imposent au Togo. On a eu le temps et l'espace nécessaire pour en débattre sur ce plateau même. Je me rappelle il y a quelques jours. Et je crois que des engagements pris d'il y a 10 ans, et j'ai dit sur ce même plateau que à l'aune de la bonne volonté, à l'aune du bon sens, 10 ans, c'est quand même suffisant pour opérer les réformes. Ces réformes s'imposent au Togo pour un nouveau départ. Et pour cela, je crois que le CAP 2015 a saisi l'occasion où nous aurons des invités, où nous avons déjà quand même des gens tous les projecteurs sont sur le Togo pour s'exprimer, pour dire très haut que l'opinion exprime le besoin d'aller vers ces réformes. Et donc, absolument, je crois que c'est une bonne initiative et c'est entendu. Malheureusement, cette marche n'a pas été médiatisée sur le plan international. C'est parce que vous avez fait la remarque. Oui, on a remarqué de plus en plus. Vous savez, les années précédentes, c'est vrai qu'il y a eu quand même des incidents en défaveur de cette opposition vis-à-vis des médias à l'international. Et je crois qu'il s'agit pour eux désormais d'aller... Vous savez, nos politiques n'ont pas la culture des médias, comme dans les pays occidentaux, aux États-Unis, où, mine de rien, on prend un événement et qu'on extrapole, qu'on vend. Et nous sommes dans une société de consommation. Ils doivent penser qu'on doit pouvoir créer le cadre de consommation de l'information politique. C'est important et ils doivent avoir des chargés de communication qui travaillent autour des événements. C'est une marche qui a été comparativement à d'autres événements qui sont organisés récemment. Il y a eu du monde la dernière fois. Malheureusement, c'était une réussite, mais la couverture médiatique nationale et internationale n'a pas été au rendez-vous. Je pense qu'à un certain niveau, le CAP a longtemps raté le coche en matière de communication média parce que,
ça ce n'est que mon avis, hein, ils ont longtemps pensé qu'ils pouvaient, avec certains des médias qui sont un peu proches d'eux, faire le travail qu'il faut et ils ont laissé tout le reste des médias, alors qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de médias nouveaux qui émergent aussi. Et même quand on est politique et qu'on a l'ambition de matcher un peu tout le Togo ou le Togo dans toute sa totalité, il faut pouvoir composer aussi avec tout le monde. Est-ce que c'est à Cap 2015 d'inviter les médias à venir couvrir, ça marche? Non, le journaliste est à la recherche de l'information et en principe, quand on a su qu'il y a une marche, moi j'ai une très mauvaise expérience des marches du CAP pour ci ou pour ça, un responsable du CAP ou même un des jeunes peut vous indexer, voilà tel journaliste. Et tout à l'heure, vous vous retrouvez lynché. Et il y a plusieurs autres confrères qui ont fait cette mauvaise expérience-là. Et des fois, vous avez l'impression que ça se fait avec la protection ou sous la couverture des premiers responsables qui devraient refuser à leurs militants de Mais c'est eux justement qui viennent sauver les choses à la dernière minute. C'est eux qui interviennent pour arrêter les dégâts. C'est eux qui viennent sauver. Mais vous savez, quand vous aspirez, quand vous dites être des démocrates, il y a des comportements qu'on ne doit même pas voir. C'est-à-dire le CAP aujourd'hui est l'opposition, c'est-à-dire le premier regroupement d'opposition, en tout cas pas le pouvoir, c'est le premier groupe d'opposition en face. Et donc ce groupe-là doit tout faire pour au moins refléter l'idéal démocratique qu'ils sont en train de prôner. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des de mauvais augure. Nous sommes en société, des éléments, des faits troubles qui sont là. Que les responsables puissent canaliser ces troubles faits. Parce que plus tard, le pouvoir se base justement sur ces troubles faits là pour réprimer la manifestation, pour dire que parce qu'il y a des gens qui font ci ou qui font ça. Donc il faudrait qu'en amont, les responsables eux-mêmes puissent avoir un certain contrôle sur ce que font les manifestants. Et ce n'est que comme ça, parce que vous savez, c'est pas tous les responsables. Et puis ce n'est pas seulement du côté du CAP, que ce soit du côté du pouvoir aujourd'hui, du côté de l'opposition. Il y a beaucoup de responsables qui n'ont aucun respect pour les médias. Et quand vous n'avez pas de respect pour les gens qui font un travail, qui au finish vous profitent, je ne vois pas pourquoi ces gens-là vont courir après vous pour faire ce travail-là. C'est là, je crois que le CAP doit revoir sa stratégie de communication. Le CAP doit pouvoir se construire quand même une cellule de communication. Ils en ont. Il faut que... Il y a des confrères qu'on connaît pas, oui, Pereira, il y a plein de gens qui sont là-bas qui font du bon boulot. Mais moi, la marche du samedi passé, on pouvait mieux faire. C'était une réussite au niveau du CAP. Et je crois qu'ils sont dans la dynamique avec l'organisation du colloque qu'ils organisent. Je crois qu'ils vont pouvoir communiquer davantage autour de cela. On va parler football. Marc, si je veux, on va parler football. Alors, les Hyperviens ont livré deux matchs la semaine écoulée. Ils ont joué contre l'Ouganda, qui ont matché 1-0. Hier, on a joué contre le Mozambique 2-0. Tout s'est bien passé. Alors, les préparatifs vont bon train. Les préparatifs vont réellement bon train. Mais aujourd'hui, je voudrais peut-être parler de deux aspects. D'abord, l'aspect côté organisation. Rapidement. Où aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un travail de qualité qui se fait autour des Hyperviens. On sent qu'il y a une envie de faire bien les choses. Mais sur le terrain, les poulains de Claude Leroy, à mon avis, n'ont pas encore retrouvé le fond de jeu qu'on leur connaît. Peut-être aussi parce que beaucoup ont rejoint le regroupement tardivement ces 2 derniers jours, ce qui a permis. Il y a quand même du jeu. On gagne. Ça, c'est déjà salutaire. Mais au-delà, il faut aujourd'hui poser un fond de jeu pour qu'on sache que voilà, le Togo a une certaine qualité de jeu. Cette qualité de jeu-là, je ne le vois pas. Et il y a beaucoup aujourd'hui. Ce fond de jeu est quand même meilleur, c'est le Top Saint-Fitz. Vous êtes d'accord avec moi? Non, ce n'est même pas comparable. On ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Tom Saint-Fitz, moi je ne l'appelle même pas coach. Je me dis, c'est un apprenti qui voulait se faire coach. Mais Tom Saint-Fitz et Claude Leroy, c'est incomparable. Claude Leroy, c'est comme on l'appelle le sorcier blanc. C'est un sélectionneur de niveau. Et moi je dis que le fond de jeu n'est pas encore posé parce qu'il faut encore du temps pour regrouper, il faut encore préparer beaucoup de choses avant cette CAN-là. Mais sinon, par rapport au travail qui se fait, il y a quand même, vous sentez qu'il y a quelque chose de qualité. Il y a une touche différente, il y a une différence. Forcément, qui est en train d'être fait. Et je pense que si les Hyperviens maintiennent sur cette lancée-là, et que si le côté organisationnel tel qu'il suit, parce que vous savez, il y a eu des rumeurs côté prime, qu'a démenti hier le capitaine des Hyperviens. Ils ont pris les sous. Chacun a pris 15 millions, après ils ont donné même de l'argent au club de D1 et D2. Les D1 ont eu 500 000 francs par club et les D2 250 000 francs de la part des joueurs. C'est bon quand même, c'est une belle initiative. Voilà, c'est une belle initiative. Et c'est pour dire justement que
aujourd'hui, côté organisation, la sérénité est là. Il y a un travail de qualité qui se fait. Il faudrait que le public soit aussi derrière les éperviers, parce que vous avez dit hier, à Kenge, c'était le dernier match des éperviers avant la CAN. Le public était au rendez-vous, mais c'était pas vraiment le plein de stade qu'on espérait. Non, mais c'est bon. Hein. Moi, j'étais aussi à Kenge hier. Moi, je peux dire, c'est bon, c'est le public des grands jours hier. C'est bien. Oui, mais longtemps, le public a été démobilisé aussi par les agissements des bureaux passés. Mais aujourd'hui, il y a cette ferveur-là qui se retrouve un peu autour des éperviers. Et je pense que c'est une bonne chose. Et on est en bonne voie, en tout cas, pour la CAN. Ce que je voudrais ajouter, parce qu'on a passé le clair du temps à jouer au ballon. Aujourd'hui, on a un entraîneur de qualité qui propose un fond de jeu dont nous allons jouer au football. Et comme il dit, ce fond de jeu manque un tout petit peu parce que nous avons des nouveaux qui ont rejoint l'équipe. Ouais. Et pour construire l'articulation autour de ces nouveaux joueurs, je crois qu'il nous faut du temps. Et ces matchs de préparation vont nous y conduire. Alors, ça, on l'a vu parce qu'il y a eu de nouveaux joueurs qui ont été testés lors de ces matchs. Et généralement, si vous avez remarqué dans ces deux matchs, la première mi-temps était très bonne, mais la seconde mi-temps a souffert de problèmes parce qu'il y a souvent des remplacements qui font que le jeu change. Donc on espère. Mais il y a quand même des gens qui ont rassuré hier. Hein. Par exemple, quand vous prenez un certain Razak Boukari, il était très en forme. Ilas, qui a bien joué aussi au début. Il était très blessé. Et puis. De Savi même, il faut rentrer là, bien sûr aussi. De Savi a vraiment assuré. Et puis l'autre, le doublé, l'auteur du doublé Fodo là-bas, qui a quand même fait un grand match aussi. Et puis, bien évidemment, Chéhi qui a fait, je pense. Lui, il a joué un rôle de meneur. Il a joué le meilleur. D'ailleurs, il est dans son rôle. Il est là, il est le meneur. Même s'il ne marque pas, il fait le boulot. Il fait marquer, c'est tout. Il fait le job. Bon, on attend le mais il y a aujourd'hui encore beaucoup d'occasions franches hier, là, que les éperviers ont raté. Et à la CAN, c'est les Non, c'était un match amical, je veux dire aussi. C'est le mental était à l'amical. On espère qu'il y aura du sérieux. Ils seront aussi sérieux comme on le pense. Le mois prochain, il y aura deux matchs également pour le Togo. Le 9 novembre contre Madagascar à Paris. Et le 15 novembre contre les Lions de l'Atlas au niveau du Maroc. Alors, on marque une pause et rien à pour notre invité, professeur David Ekwe-Dossé. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, professeur David Ekwe-Dossé. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime démarre ce matin, même chez nous au Togo. Est-ce que vous êtes invité à cette université, par exemple? Non, je n'ai pas eu la chance d'être invité à ce sommet. Vous n'avez pas été associé, sollicité pour des trucs liés au sommet? Non, pas du tout. En fait, c'est la sécurité maritime, donc ce n'est peut-être pas mon domaine d'expertise, donc c'est normal que je ne sois pas associé à l'organisation de ce sommet. Alors, que dites-vous de l'organisation de ce sommet en règle générale, je pense que l'Union africaine a estimé que le continent africain devait réfléchir sur ce thème, et c'est probablement une priorité, un élément important pour le développement de notre continent. Et je n'ai rien à y redire. Pensez-vous que notre Togo a fait assez, notre pays, le Togo, a fait assez pour accueillir ces autres ces jours-ci? Alors le problème, c'est qu'on a même l'impression que le Togo en a trop fait, puisqu'on nous dit que l'Union africaine qui a initié ce thème n'a pas voulu financer l'organisation de ce sommet, et que c'est le Togo qui finance à hauteur de 13 ou 15 milliards de francs CFA. Si c'est le cas, je pense que c'est un peu beaucoup pour notre pays. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de budget officiel, mais officiellement, c'est aussi que l'année passée, il y a eu un collectif budgétaire de 5,3 milliards pour ce sommet. Peut-être que on doit s'en tenir à ces chiffres-là. Quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de milliards, et je pense qu'il y a d'autres priorités dans notre pays, d'autres domaines qui auraient peut-être pu bénéficier de ces milliards de francs CFA. Mais le Togo doit aussi rayonner sur le plan diplomatique. Absolument, absolument. Et je pense que le gouvernement a parlé de la nécessité d'améliorer l'image du pays. Je suis tout à fait d'accord, mais personnellement, j'estime qu'il y a d'autres moyens qui permettent d'améliorer l'image d'un pays, et de façon beaucoup plus objective, beaucoup plus concrète. Et que si on doit quand même mettre autant d'argent
dans un sommet sans véritable retombée, à mon avis, économique, ça fait beaucoup, surtout si on compare cela aux problèmes qui minent la vie de la société, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, l'agriculture, les problèmes économiques, etc., etc. Je pense qu'il faut peut-être revoir un peu la hiérarchie des priorités et revoir vraiment où on met son argent. On vous reçoit ce matin, professeur, en tant que président du comité d'organisation des universités sociales. C'est la première fois qu'on a au Togo. D'abord, qu'est-ce que c'est? Université sociale, c'est quoi? En fait, nous avons analysé un peu la situation des sociétés civiles en Afrique et la dynamique des changements sociopolitiques intervenus dans certains pays et voulus par les peuples. Cette dynamique a fait voir l'implication capitale et importante de la société civile. Je donne l'exemple du Burkina Faso, je donne l'exemple du Sénégal. Malheureusement, dans d'autres pays, la société civile ne joue pas véritablement son rôle. Et pour nous, c'est une nouvelle dynamique qu'on met en place où la société civile essaie d'aménager un espace participatif et interactif pour permettre aux citoyens de venir s'informer, de venir s'éduquer, mais également de venir partager son expérience. Et tout cela concourt à poser les problèmes du pays, à réfléchir ensemble sur ces problèmes et à faire des propositions pour faire avancer la nation. Et donc, nous avons donné le nom d'université sociale parce que pour nous, ça constitue un lieu d'élaboration du savoir, de la connaissance, de l'information, de la formation. Et c'est ce qui explique donc cette dénomination. Alors pourquoi les universités sociales? Pourquoi vous voulez vous regrouper le 12 et 13 octobre au centre communautaire de Dubaï? Alors jusqu'ici, cette société civile togolaise était caractérisée par un certain cloisonnement. Il y avait déjà des organisations de la société civile et chacune, dans sa spécificité, essayait de jouer un rôle. Mais là, nous nous sommes dit que ce serait peut-être intéressant que plusieurs organisations de la société civile se retrouvent autour de dénominateurs communs. Les problèmes sociaux, je pense que ça touche tout le monde, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son appartenance ethnique, quelle que soit son appartenance religieuse ou autre chose. Et donc, les problèmes sociaux, puisque ça touche tout le monde, il était important que tout ce monde puisse se retrouver dans un creuset de réflexion. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons imaginé, c'est ce que nous avons initié. Et c'est ce qui explique donc l'organisation de ces universités sociales qui, pendant 2 journées, vont nous permettre de réfléchir un peu sur tous ces aspects. Les femmes du marché qui viendront témoigner des difficultés qu'elles ont actuellement, le monde paysan qui viendrait également nous faire part des difficultés, de ces difficultés, les jeunes, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, etc., etc. Donc plusieurs thématiques qui concernent la vie de notre société et autour desquelles nous allons discuter, échanger et à la fin élaborer un document de recommandation que nous adresserons à Guy Debord. Alors moi j'ai une question pour vous, professeur. Si vous parlez de plusieurs thématiques pour réfléchir sur les problèmes sociaux, je pense le fait que pendant 2 ou 3 jours, alors quelles sont les thématiques autour desquelles vous allez vous regrouper prioritairement au cours de ces premières universités sociales? Voilà, donc effectivement ça ne dure que 2 journées. Il s'agit de la première édition et nous ambitionnons bien sûr d'organiser d'autres éditions les années prochaines. Mais pour cette première édition, alors nous avons retenu comme thématique principale la santé, l'éducation, le monde paysan, l'engagement citoyen vis-à-vis de la religion notamment. Il y a également un thème qui s'intitule richesse nationale et misère quotidienne. Là, ça nous permettra de toucher de façon assez large le public, et puisque nous mettrons en opposition les potentialités économiques de notre pays par rapport à cette misère quotidienne ambiante que vit ou subit la majorité de la population. Et donc, de façon variée, nous toucherons véritablement les problèmes qui minent le cœur de la société togolaise.
Professeur, moi je voudrais savoir, c'est vrai que la gouvernance participative n'est pas encore une réalité dans notre pays. On comprend que vous voulez faire quand même des citoyens, des acteurs de la gouvernance et de l'action sociale, enfin politique. Et pensez-vous avoir été trop exclus, souvent exclus du débat social, du débat politique, parce qu'on sait que les exclusions entraînent toujours des grandes solidarités. Est-ce que ce sont ces petites exclusions qui motivent cette université sociale? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, la société civile, à mon humble avis, ne joue pas véritablement son rôle. C'est vrai que chacun essaie, dans son domaine de spécificité, de poser un acte, mais pour ce qui concerne, par exemple, le contrôle de l'action publique que devrait jouer la société civile, je pense que nous sommes aux abonnés absents. Et pour cette fois-ci, nous espérons pouvoir poser un premier pas, faire de sorte que la population puisse participer à un espace de débat, puisse agir, interagir, et toutes les propositions pertinentes qui sortiront de cet espace de débat citoyen vont nous permettre d'aller vers les différents pouvoirs pour jouer de plus en plus ce rôle participatif, ce rôle de contrôle de l'action publique. Une question, mais c'est simple coïncidence de calendrier. Pourquoi c'est au moment où le Togo est en train d'organiser le sommet extraordinaire, en tout cas de l'Union africaine pour la sécurité et la sûreté maritime, qu'au même moment vous organisez cette université sociale? On peut dire que c'est un hasard de calendrier. Toujours est-il que l'organisation d'un sommet sur la sécurité et la sûreté maritime n'occulte pas le fait qu'il y a des problèmes prioritaires dans notre pays et qu'il est utile, à mon avis, que des membres de la société civile décident de réfléchir ensemble pour ensuite agir pour le bien de tous. Donc, je pense qu'il n'y a pas opposition entre l'organisation d'un sommet et l'organisation des universités sociales. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous faites de la provocation, mais vous cherchez à saboter le sommet? Avons-nous les moyens de saboter le sommet? Notre action dure 2 journées et le sommet, véritablement, c'est avec l'arrivée des chefs d'État. Nous finissons jeudi, le vendredi, tout le monde se repose et nous irons ensemble accueillir les chefs de l'État le samedi pour le clou du sommet. Donc, je ne sais pas en quoi nous sabotons le sommet. Alors, vous parlez de société civile, c'est le terme qui m'intéresse. Longtemps, on a reproché donc à notre société civile d'être politisée à outrance. Est-ce que le regroupement qui organise aujourd'hui les universités sociales, d'abord, c'est quel genre de regroupement? Est-ce que ce regroupement-là est assez inclusif de toutes les composantes de la société civile togolaise aujourd'hui? Et 3, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au sein même de vous ou de votre regroupement, il y a trop de personnes qui sont société civile, mais qui des fois jouent trop le rôle de politique? Très bonne question. Effectivement, on peut se poser la question de savoir quel est le profil de ces organisations de la société civile qui se mettent ensemble. Est-ce que c'est pour ensuite devenir une force politique? En fait, dans notre réflexion, nous nous sommes dit, cette société civile, elle est diverse, elle est plurielle. Chacun a ses objectifs, mais il y a certainement des éléments qui nous unissent. Et pour nous, les problèmes sociaux constituent un dénominateur commun. Et c'est autour de ces problèmes sociaux que nous avons souhaité que la réunion de ces organisations de la société civile puisse se faire. Et c'est le message que nous avons lancé. Au début, nous étions à peine quelques organisations. Je pense que nous étions 4 ou 5 organisations. Et nous avons vraiment mis l'accent sur cet aspect en disant que nous faisons fi de tous les clivages politiques ou autres. Je ne veux pas savoir pour quel parti telle ou telle organisation se bat. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a des problèmes qui sont communs à tous. Si nous prenons le problème de l'éducation, quand vous avez votre enfant qui a des difficultés par rapport au système éducatif, que vous soyez d'un tel groupe ethnique ou de l'autre, que vous soyez d'un tel parti politique ou de l'autre, je pense que les problèmes sont les mêmes. Quand vous prenez les difficultés que nous avons dans le système de santé,
quand vous allez à l'hôpital et que vous avez des difficultés pour être pris en charge, je pense que ces problèmes sont les mêmes, quelle que soit l'appartenance ethnique ou politique. Donc ce sont des problèmes qui sont communs à toutes ces organisations, et c'est autour donc de ces problèmes que nous avons fédéré nos énergies, et je vous assure que c'est totalement ouvert, totalement inclusif. Et pas plus tard que ce matin, nous avons encore reçu un appel d'une nouvelle organisation qui voudrait s'associer à ce mouvement. Alors, d'abord, qui sont les participants à ces universités sociales? Alors, en dehors des organisations de la société civile qui sont en train de préparer l'événement, d'abord le citoyen togolais, parce que si nous parlons d'espace interactif ou participatif, c'est que c'est ouvert aux citoyens, à tous les citoyens. Là, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un carton d'invitation. Là, c'est ouvert. Une fois que vous sentez que vous êtes citoyen de cette nation, vous arrivez, vous pouvez visiter les stands d'exposition, puisqu'il y aura des expositions photos, des images, des vidéos qui vont passer, et tout cela en fonction des thèmes. Donc, vous pourrez visiter ces différents chapiteaux. Vous pouvez également prendre part aux conférences. Et les conférences mettront l'accent sur l'aspect participatif. Nous donnerons bien sûr la parole aux différents panélistes, mais très rapidement, le débat sera ouvert et le public aura la possibilité de poser des questions et surtout de faire des témoignages. Nous ferons venir des gens de Bangeli, d'un peu partout, pour faire des témoignages par rapport à la dégradation dans les zones minières, la dégradation de l'environnement, voilà, dans les zones minières. C'est pour dire que c'est le citoyen qui est là et qui participe. Mais c'est le centre communautaire de Besse un peu contenu que peut-être 500 000, 2000 personnes, pas plus que ça? Nous sommes obligés de faire avec ce qu'on a, avec les difficultés d'obtenir peut-être un site beaucoup plus grand. Nous nous sommes finalement rabattus sur le centre communautaire de Besse, qui est quand même un beau site que moi j'ai visité. Et qui nous permettra de disposer les stands comme il faut, de disposer donc l'estrade comme il faut, les chaises comme il faut pour le public qui désirera assister aux conférences. Et je pense que les musiciens auront également leur emplacement, puisqu'il y a des artistes engagés qui ont spontanément voulu s'associer à l'événement et qui vont animer des concerts durant les 2 journées. Alors, vous parlez d'un invité spécial, une icône de la mobilisation citoyenne en Afrique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la personne qui viendra? Je vous dirais juste que c'est quelqu'un qui viendra du Bénin et qui va partager avec nous l'expérience de la société civile béninoise, puisque nous avons tous vu les élections présidentielles qui se sont déroulées récemment au Bénin, et je crois que c'était vraiment un moment de fierté en tant qu'Africain de voir une élection présidentielle organisée où les 2 finalistes s'asseyent l'un en face de l'autre dans le respect mutuel. Chacun déroule son programme et à la fin, les Béninois librement ont voté et le vaincu a pris son téléphone pour appeler le vainqueur pour le féliciter. J'aimerais bien que cela puisse se faire également dans mon pays. Donc pour nous c'est un exemple qui mérite qu'on mette encore un peu plus de lumière là-dessus, et c'est pour cela que nous avons souhaité qu'un frère de la République du Bénin puisse venir participer à cet événement. L'expérience burkinabé ne vous intéresse pas? Si nous avions beaucoup plus de temps et peut-être un peu plus de moyens, nous aurions pu faire venir également quelqu'un du ballet citoyen, quelqu'un de Y en a marre, puisque, comme je l'avais dit au début, les exemples en matière de société civile qui ont réussi, il y en a au Burkina Faso, il y en a au Sénégal, mais les moyens également ont fait défaut, ce qui fait que nous avons, pour cette première édition en tout cas, limité nos ambitions. Alors, justement, quand vous parlez tout à l'heure de l'exemple béninois en termes d'élection présidentielle, est-ce que ce n'est pas retourner le rôle de la société civile au travail politique? Est-ce que ce n'est pas finalement un rôle de parti politique que vous voulez jouer? Certainement pas. Si j'ai donné l'exemple de la société civile béninoise, c'est parce que par rapport à cet élément qui est quand même important de la vie d'une société, les élections, puisque nous avons vécu des moments douloureux. Je me souviens de ce qui s'est passé en 2005. Nous avons vécu des moments douloureux. C'était des problèmes politiques, mais qui ont eu un fort impact sur la vie sociale et sur la vie économique de notre pays. Nous n'occultons pas les problèmes politiques. Nous estimons que ce sont des problèmes qu'il faut également prendre en compte
auxquels il faut faire face et essayer de trouver des solutions. Les Béninois viendront nous donner leur expérience par rapport à cet aspect, qui est un aspect, mais nous, en tant que citoyens togolais, nous avons d'autres aspects à prendre en compte et nous allons prendre l'ensemble en compte. Alors, les universités sociales du Togo auront lieu donc du 12 au 13 autour du thème justice et équité sociale, regard croisé des acteurs. Alors, on peut avoir une idée là-dessus, une sorte de déclinaison? Voilà, donc je l'avais dit un peu dans l'introduction, justice et équité sociale, nous avons retenu ce thème parce que nous sommes tous citoyens d'une nation, nous partageons un même territoire. Et nous pensons que pour vivre en harmonie sur ce territoire, il est important que nous ayons la conviction que la justice sociale existe et que l'équité également existe. Quand vous partagez un territoire et que vous avez l'impression que c'est l'injustice qui prime et que l'équité n'existe pas, cela rend la cohabitation et la cohésion pratiquement impossible. C'est pour cette raison que pour cette première édition, nous avons retenu ce thème, justice et équité sociale, pour voir quels sont les aspects de notre vie sociétale qui font que la cohésion n'existe pas, et sans cette cohésion, le développement ne pourra jamais se construire. Alors, à quoi vont aboutir ces justices sociales à la fin? On aura quoi à la fin? À la fin, il y aura certainement un document de recommandation qui portera sur plusieurs aspects, puisque je vous ai dit qu'il y a plusieurs thèmes, et en fonction des recommandations qui seront sorties des discussions, nous sortirons un document, et ce document sera transmis à qui de droit. Nous avons l'opportunité d'avoir l'Union africaine qui a choisi le Togo, et donc nous profiterons certainement du sommet de l'UA pour transmettre notre document de recommandation à l'Union africaine. Mais il n'y a pas que l'Union africaine, d'autres personnalités. Le gouvernement togolais recevra également ce document de recommandation, et il y aura un suivi. Ça ne s'arrêtera pas à ce document. Lorsque nous aurons adressé le document à qui de droit, nous verrons quelle utilisation. Mais vous, par exemple, vous faites partie de l'association Veille économique. Comme vous avez transmis le document à l'autorité depuis toujours pas de suite. Est-ce que vous êtes sûr que cette fois-ci il y aura une suite? Alors là, c'est là où se situe la différence. Nous avons réfléchi lorsqu'on s'est retrouvés, on s'est dit, chacune des associations a sa spécificité. Veille économique a fait des analyses très pertinentes sur la situation économique du pays, mais Veille économique seule ne peut peut-être pas amener l'autorité, ou Veille économique seule a du mal à poursuivre l'action de contrôle du gouvernement par rapport à un certain nombre d'activités publiques. Si 30 organisations se mettent ensemble pour demander un contrôle, pour exercer un contrôle de l'action publique, je pense qu'on aura certainement beaucoup plus d'efficacité que si une association veut faire ce genre d'action toute seule. Et donc, le fait qu'on soit à plusieurs permettra certainement d'avoir beaucoup plus d'impact par rapport aux actions que nous voulons mener. Je voudrais savoir, à la fin de cette université sociale, à quel type de société civile aurons-nous à la suite de cette université sociale? Chacune des organisations conserve son autonomie. Mais nous espérons que cela va marquer l'histoire et que la société civile togolaise sera de plus en plus présente, et qu'une opinion publique du Togo pourra véritablement émerger. Alors, est-ce qu'à travers ces universités sociales, on va citer la naissance d'une synergie de la société civile togolaise? C'est un espoir, mais je répète que chacun reste dans son domaine d'expertise, mais soyez convaincus qu'il y aura des moments où vous verrez un ensemble d'organisations de la société civile ces organisations vont se lever comme un seul homme et demander peut-être des comptes à telle ou telle institution de la République. Puisque, je peux le dire, une des stratégies que nous retenons, c'est vraiment la reddition de comptes. Lorsque vous posez un acte au nom du contribuable togolais, il faut
faut pouvoir à un moment donné des justificatifs. Et si vous ne les donnez pas, la société civile a le droit de venir réclamer ces justificatifs. Oui, justement, parlons de gouvernance. Nous sommes tous d'accord que la question même de gouvernance est aujourd'hui un clou de notre système où les gens ont du mal justement à faire le compte de l'argent mis à leur disposition par le contribuable. Alors, quelles sont les recommandations qu'au niveau de cette université sociale, vous allez faire dans ce sens-là pour justement permettre d'avoir une meilleure gouvernance aujourd'hui? Je peux difficilement anticiper sur les recommandations puisque l'événement n'a pas encore eu lieu. Mais je peux donner un exemple. Nous avons récemment eu avec Veille économique justement et les journalistes qui ont travaillé sur le Wassem Gate des révélations importantes. On nous a cité des sociétés, Kenel Limited, Casitom Limited, voilà, qui bénéficient de la grosse partie des dividendes issus de Wassem. Il faudrait qu'en tant que Togolais, que je sache où va mon argent, puisque d'après les calculs qui ont été faits, en tant que Togolais, chaque année, en tout cas en 2015, j'ai reçu peut-être 75 francs comme dividende de Wassem, alors que Casitom a plus de 100 millions, Kenem Limited, je crois que ça s'appelle comme ça, a également reçu beaucoup d'argent et personne ne sait qui est derrière ces sociétés. Et ça, en tant que Togolais, je ne peux pas l'accepter. Et si on me dit que l'Assemblée nationale existe au Togo et que l'Assemblée nationale peut mener une action pour éclaircir un peu ce dossier, en tant que citoyen, je suis prêt à m'associer à d'autres citoyens pour qu'ensemble, nous allions voir les députés pour leur demander des comptes par rapport à cela. Moi, j'aimerais revenir un peu à des thèmes qui seront donc débattus au cours de vos universités sociales. Je vois par exemple ici, je crois le 12, il y aura une conférence entre 15h, attends une seconde, 13h, 15h sur le thème richesse nationale, la misère quotidienne. On peut savoir davantage? Alors, nous estimons que le Togo, c'est un petit pays, certes, mais c'est un pays qui dispose de potentialités importantes au plan minier, au plan économique. Et en se remémorant ce que le chef de l'État avait dit une fois, c'est que dans ce pays, c'est une minorité qui s'accapare des richesses. Il est donc important qu'on puisse aller plus en profondeur dans cette réflexion pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le pays disposant de richesses, donc richesse nationale, la majorité de la population croupit dans la misère. Donc il y a certainement une dichotomie. On ne comprend pas pourquoi est-ce que le pays étant riche, que ce soit simplement une minorité qui bénéficie de cette richesse et que la majorité, elle, vit dans la misère. Et c'est un thème que nous avons retenu et ça va toucher à plusieurs thématiques. Ça touchera à l'économie, à la corruption, aux flux illicites, à la santé, à l'éducation, à l'agriculture. Et les jeunes également seront présents dans ce panel et ça va nous permettre vraiment de faire un véritable brainstorming pour essayer de comprendre cette problématique importante pour nous. On peut avoir une idée des principaux intervenants sur la thématique? Je peux vous citer, en ce qui concerne les économistes, nous avons M. Koumou Thomas de Veille économique, M. Lawson Body qui est également économiste. En ce qui concerne le panel sur la religion, nous avons le Père sans vie, nous avons également les responsables des associations qui vont se retrouver pour le panel de fin qui porte sur l'engagement citoyen, etc. etc. Alors, est-ce qu'on aura des gens invités? Vous avez invité des gens de l'intérieur du pays ou bien ils vont venir d'eux-mêmes? Ah, ils sont invités, nous prendrons en charge leur déplacement et leur hébergement à Lomé. Où avez-vous trouvé les moyens? C'est un projet que nous avons initié et ce projet a été soumis à certains bailleurs, notamment une association chrétienne qui a accepté de financer pratiquement les 3/4 ou les 4/5 du budget. Alors, monsieur David Doucet, notre émission tend vers sa fin. On a une minute pour faire la conclusion. Votre message de fin? Mon message de fin, c'est que j'invite vraiment la population togolaise à venir massivement à ces universités sociales, première édition, parce que c'est une occasion unique, à mon avis, où le citoyen a la possibilité de partager l'expérience des autres
en tant que médecin, je ne connais pas véritablement les réalités du monde paysan, et pour moi, ce sera une véritable occasion de savoir ce que vit le paysan, ce que vit la revendeuse au marché. Le conducteur de taxi-moto. Exactement, le conducteur de taxi-moto. Et chacun, à son niveau, peut participer au développement de la nation. Donc tout le monde est invité. Venez massivement, venez écouter, venez également faire part de votre opinion. Et ensemble, nous allons certainement trouver des solutions à proposer pour le développement de notre nation. Merci. Les universités sociales du Togo, les premières universités sociales du Togo, c'est du 12 au 13 octobre prochain au centre communautaire de Baie à Lomé. Merci à Elie Messan, de l'agence Lavax.info, merci à Marc Beauchamp, du site d'information midafrique.com, merci au professeur David Ekodoucet. Il est le président du comité d'organisation des premières universités sociales du Togo. Mesdames, messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Si vous nous suivez en matinée, c'est du direct. Si vous nous suivez en soirée, c'est de la rediffusion. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à vous tous.